Bonjour à tous et bienvenue au Crêpes des Pays de la Loire. Donc on va vous proposer une conférence en 2 temps sur les métiers du sport, les formations aux métiers du sport, et puis ensuite dans un deuxième temps sur les financements possibles de ces formations. Mais avant ça, on va se présenter et puis je vais surtout laisser Jérôme Lecomte, qui est directeur adjoint du CREPS, vous dire un petit mot d'accueil. Bonsoir à tous, bienvenue ici. Bienvenue donc au Crêpes des Pays de la Loire. Alors, un grand plaisir de vous accueillir ici pour vous parler notamment formation. Et puis mon rôle ici, au-delà de laisser les équipes vous préciser ce que vient de vous dire Virginie Natam, donc la responsable du département formation, c'est bien de vous présenter rapidement ce que c'est le Crêpes des Pays de la Loire, établissement public du ministère des Sports, donc un établissement d'État chargé de plein de missions, dont la formation professionnelle. Mais je ne vais pas m'attendre dessus, puisqu'on vous en parlera bien plus après, mais également un établissement chargé de la formation et de l'accompagnement des sportifs de haut niveau. Donc on est un établissement atypique, au sens où on a plusieurs missions en parallèle. Les deux se combinent un peu, et c'est aussi l'intérêt de la chose. Donc on accompagne des sportifs, de jeunes sportifs de haut niveau, donc à partir de 11 ans, et puis jusqu'aux plus anciens, entre guillemets, une trentaine d'années souvent, et puis sur leur reconversion, puisqu'on n'est pas sportif toute sa vie. Donc on accompagne bien, dans la préparation physique, dans le socio-sport, l'accompagnement dans les études, dans la formation professionnelle, de tout type de sportifs. Donc on en a quelques-uns dans la salle, j'ai vu tout à l'heure. On a 125 internes, des jeunes qui sont issus de la région des Pays de la Loire, qui sont issus du niveau national, en fonction des disciplines et de leur niveau, et qui s'entraînent une vingtaine d'heures par semaine, et qui vont en compétition souvent au niveau national ou international. Et puis on accueille de temps en temps des sportifs de très haut niveau, puisqu'on accompagne 6 sportifs qui sont actuellement en destination des Jeux d'hiver, des Jeux olympiques d'hiver d'Italie, à Milan. Et on accompagne, on accueille de temps en temps des stagiaires assez importants, puisqu'on a l'équipe de France du tennis de table, des frères Lebrun, qui vient régulièrement s'entraîner chez nous. Donc pour vous dire que le haut niveau, l'accompagnement particulier, il est extrêmement important pour nous. Et c'est vrai aussi dans cette formation que nous accompagnons, cette formation professionnelle, avec des équipements qui sont tout autant exceptionnels. Vous avez vu, tout est neuf, même si tout n'est pas si récent que ça. Désormais, ça a 5 ans, bientôt 5 ans. Nous sommes arrivés en 2021. Mais nous avons aussi des équipements de très grande qualité qui sont évidemment un atout pour l'ensemble de nos publics. Donc voilà, donc, je ne vais pas être très long, mais ça me paraissait important de rappeler ce côté à la fois public, ministère des Sports, à la fois de l'accompagnement personnalisé dans la formation professionnelle, dans les sportifs de haut niveau, et puis dans l'accueil de stage dans des conditions assez exceptionnelles. Donc n'hésitez pas, surtout avec mes collègues, à leur poser toutes les questions, que ce soit maintenant, après les présentations, ou à l'issue. Pour ceux qui auraient vraiment des remords, on est encore ouvert demain, sur les portes ouvertes, donc n'hésitez pas. Et si jamais, après tout ça, vous aviez encore des questions, on est disponible au téléphone, en ligne, sur Internet, enfin bref, sur les réseaux sociaux. Et au JPO virtuel. Et à nos journées portes ouvertes virtuelles que nous lançons à partir du 16 février. Aucune excuse pour ne pas avoir toutes les informations. En tout cas, bonne séance, bonne séquence. Et puis je vous laisse entre les mains de Virginie Nataf. Merci Jérôme. Donc l'idée, c'est un petit peu là de vous présenter que sont ces formations au métier du sport, puisque on a une architecture qui n'est pas forcément simple au premier abord, mais en fait, je vais essayer en tout cas que ça se devienne très lisible pour vous. Et puis dans un deuxième temps, on ira sur les financements. Je ne vais pas redire, puisque c'est Jérôme Lecomte qui vous a présenté ce qu'était le CREPS. Donc, je ne reviens pas là-dessus. Mais avant de poursuivre, je voulais juste préciser que travailler dans le sport, ça peut se faire de différentes façons. Si vous êtes là, c'est que sûrement vous avez une appétence un peu pour l'encadrement sportif. Hein. Mais sachez qu'on peut aussi travailler dans le sport à travers d'autres métiers. Et c'est important de le savoir. Par exemple, ici, on a
derrière les écrans, quelqu'un qui est informaticien, et pourtant il travaille ici au CREPS dans le milieu sportif et de l'animation. On a des chargés de communication, on peut être médecin et exercer dans le milieu sportif, on peut être kiné, infirmier, enfin. Donc c'est important de se dire qu'on soit on a une appétence pour l'encadrement, soit on a une appétence pour travailler dans le contexte sportif. On a aussi des métiers liés à l'organisation d'événements, par exemple. Donc ça, c'est important de le préciser. Et nous, on est plutôt, évidemment, tourné vers tout ce qui est lié à l'encadrement. Mais vous verrez, à l'encadrement, pas que des publics, on a plusieurs métiers possibles et des possibilités d'évolution. Alors, on a parlé d'établissement public, et l'établissement public, on considère que c'est une plus-value. C'est une plus-value parce que notre objectif, c'est d'accompagner les publics, Jérôme Lecomte l'a dit tout à l'heure, et tous les publics qui peut-être ont des besoins spécifiques. Donc ça peut être les personnes en situation de handicap, ça peut être les sportifs de haut niveau, on l'a évoqué. On a Tom ici qui est accompagné. Donc ça veut dire que dans nos formations, notre objectif, c'est de faire que le parcours il soit adapté à la personne. Et en fonction, en tout cas, de ses particularités. On a aussi forcément une attention à la mise en place et à la transmission de contenu liés aux politiques publiques. Donc ça, pour nous, c'est forcément important. Donc actuellement, on est sur tout ce qui est lié au sport santé. Je pense que vous entendez, on en parle quand même beaucoup. Donc le bien-être à travers le sport. Mais tout ce qui est lié aussi aux préventions, laïcité, valeurs de la République, toutes ces choses-là, on a une attention particulière dans leur mise en place. Aussi, on a des partenariats qui sont importants. C'est-à-dire qu'on ne travaille pas tout seul. On travaille avec les fédérations sportives, bien évidemment, puisque de toute façon, on travaille avec eux, quelle que soit notre mission au CREPS, mais donc aussi dans les formations. Donc on met en place des formations en partenariat avec les fédérations. On est en partenariat évidemment avec les fédérations d'éducation populaire quand on travaille sur l'animation, avec les collectivités territoriales et plus largement, évidemment, les employeurs, donc qu'ils soient les clubs ou les collectivités, et évidemment les services de l'État, puisque on dépend d'eux quand même. Et puis évidemment, on a une attention particulière aussi à la qualité de ce qu'on fait, puisque l'objectif c'est d'accompagner tout le monde et d'accompagner à la réussite. Et donc voilà, l'idée c'est de mettre en place ce qu'il faut pour que les gens réussissent. Alors pourquoi c'est intéressant pourquoi s'intéresser au métier du sport, hein, finalement, qu'est-ce qu'il véhicule? Eh ben, ce qu'il faut savoir, c'est que les métiers du sport et de l'animation sont porteurs de sens, parce qu'on a des objectifs, on a une finalité derrière. Alors nous, si notre finalité, c'est d'accompagner les jeunes qui se destinent à être éducateurs ou animateurs, l'éducateur ou l'animateur, son objectif, c'est aussi de faire progresser les publics. Donc on s'adresse à des gens. Donc ça a du sens, c'est utile socialement, forcément, puisqu'on s'occupe de gens, donc c'est forcément utile. On s'occupe, quand je dis de gens, mais tout type de gens, des différents types d'âge, que ce soit des plus petits, mais aux seniors, comme je dis toujours, les seniors sont l'avenir des éducateurs. Ils pratiquent, les adultes, les ados, donc à tout âge. Et puis, on transmet, comme on est dans le milieu éducatif, forcément, on transmet des valeurs de l'engagement, de l'éducation, de l'inclusion. L'idée, c'est quand même que, on parlait de sport santé tout à l'heure, l'idée, c'est que ça soit accessible à chacun. Et vous allez évoluer un petit peu dans ce domaine-là. Donc effectivement, on a un champ professionnel qui est assez large. C'est-à-dire que dans le domaine de ces formations, on va pouvoir
travailler de différentes façons. Et on va le voir juste après sur les différents métiers finalement qui existent. Dans le domaine du sport, on va entendre parler d'enseignement, d'entraînement, développement des pratiques, performance, santé, sport pour tous. En fonction du métier auquel on va être préparé, on travaillera sur ces champs-là, plus sur l'un, plus sur l'autre. Au niveau de l'animation, de la même manière, animation socio-éducative, le loisir, la culture, la jeunesse, tout ce qui est lié aux projets territoriaux, donc forcément sur le territoire. Donc c'est assez large. Ce qui nous amène à différents métiers possibles dans notre domaine. Alors, on parle d'éducateurs sportifs, on parle d'animateurs socioculturels, on parle d'entraîneurs, de responsables de structure ou de coordinateurs de projets, d'agents de développement. Ça veut dire que, en fait, on va vous proposer, on les verra tout à l'heure, on va vous proposer différents types de formations à tout niveau, du niveau 4 qui correspond au niveau bac, au niveau 6 qui correspond à la licence. On peut vous proposer des formations qui amènent à des métiers un petit peu différents. Quand on est sur des BPGEPS, multi-activités, par exemple, ou BP Judo, on va être plutôt sur le versus éducateur sportif. Et puis, quand on va monter sur le niveau au-dessus, du diplôme d'État, on va rentrer sur le champ professionnel plutôt de l'entraînement, hein, sur la partie sport. Sur la partie animation, on va être sur l'animateur culturel ou sur le coordinateur de projet. Et puis, on peut encore monter et devenir responsable de structure, dans le domaine du sport, dans le domaine de l'animation, en tout cas dans le domaine socio-éducatif. Donc, ça veut dire, ce qui est important de retenir, c'est qu'il y a des possibilités d'évolution. Maintenant, on sait très bien que on change de métier au cours d'une vie. Bon, ce n'était pas le cas avant, hein, on a plutôt tendance à rester un peu sur notre lignée, mais maintenant on a tendance à évoluer, et en tout cas même des fois à changer de métier. Donc ce qui est intéressant dans cette filière, c'est qu'on peut évoluer, on peut changer de métier, ou en tout cas on peut se diversifier. Donc soit en augmentant de niveau, et donc de niveau de responsabilité, soit en élargissant, c'est-à-dire en ayant plusieurs diplômes. Moi, je dis toujours, la double qualif, c'est vraiment un objectif intéressant. Il ne faut pas se limiter à... Il faut être ambitieux. Alors, ces formations, elles s'adressent à qui? Donc, je disais toujours tout à l'heure, tous les publics. Donc, elles s'adressent à qui? Eh bien, à différents types de publics. Donc, du jeune, c'est la majorité sûrement d'entre vous ici, du jeune en formation initiale, après son parcours scolaire, en passant par la personne, l'adulte en reconversion, avec ou sans diplôme, le sportif de haut niveau, le bénévole qui, au bout d'un moment, veut se professionnaliser. Ça s'adresse à tous les publics. Donc, il n'y a pas de limite d'âge en tant que tel, sauf à ce qu'on réussisse ces prérequis en fonction de quel diplôme on fait. Cela étant, c'est pas, ça ne veut pas dire bah tiens, j'ai envie de faire le DES, j'y vais et puis je vais être pris tout de suite. Évidemment, chaque formation, il faut avoir des prérequis. Il y a des prérequis à avoir pour pouvoir y accéder. Mais voilà, l'idée, c'est que, en tout cas, on travaille sur cette accessibilité, on accompagne les parcours. Et sur cette progressivité, je disais tout à l'heure, on peut avoir comme objectif d'avoir plusieurs formations, de passer plusieurs formations, enfin d'en vivre plusieurs et donc d'obtenir plusieurs diplômes. Vous verrez que c'est possible. Est-ce que ça va? Vous avez des questions pour l'instant ou pas?
Non, ça va, tout à l'heure. Bon, vous n'hésitez pas, hein. Alors, je vais faire un petit focus sur le sport et sur les diplômes dans le milieu sportif, dans le sens où il y a quelque chose qui est très important à savoir, c'est que le sport et les métiers du sport sont très réglementés. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, en fait, pour encadrer les activités sportives, il faut avoir le diplôme adéquat. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire l'encadrement de sportif son métier si on n'a pas le diplôme qui correspond à ce qu'on encadre. Et ça, c'est la loi. Parce que ce sont des métiers qui demandent d'avoir une carte professionnelle. Et si je veux encadrer le judo, il faut que j'ai un diplôme dans le judo. Si je veux être maître nageur, eh ben, il faut que j'ai le BPGEPS, activité aquatique et de la natation. Et si j'ai un BP judo, j'encadre pas en sport co. Il existe, comme vous allez le voir, des formations plus polyvalentes, comme la formation multi-activité, qui, elle, permet d'initier à différents types d'activités, beaucoup plus larges. Donc, c'est très important parce que c'est la garantie, cette carte professionnelle, c'est la garantie de la compétence en pédagogie et en matière de sécurité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire chez nous? Ça veut dire qu'il faut être honorable pour pouvoir faire sa formation et obtenir le diplôme. Qu'est-ce que ça veut dire être honorable? C'est ne pas avoir été coupable d'un certain nombre de choses, comme certains délits, et qui pourraient vous empêcher d'encadrer des publics. On n'oublie pas qu'on encadre des publics. Donc évidemment, si on est coupable d'un certain nombre de choses, que ce soit dans le milieu, donc que ce soit dans le domaine de la drogue ou justement des mœurs, ça va être très très compliqué. Vous ne pourrez pas accéder à ce genre de métier. Alors, évidemment, il y a certaines choses, il y a des gradations dans ce qu'on fait, dans ce qu'on peut faire à un moment donné. Il y a des possibilités de faire effacer son casier. Mais donc ça, c'est des choses dont il faut avoir conscience parce que ça prend un peu de temps. D'accord ? Donc ça, c'est très important de l'avoir. Vous avez les informations sur le site, on vous en parle. Mais voilà, ça peut arriver. Après, il y a des choses qui peuvent s'effacer. Il y a pas de... C'est tout à fait possible. Mais attention. Donc, les diplômes. Donc, j'ai dit tout à l'heure qu'il y avait 3 niveaux de diplôme. Le BPGEPS, alors brevet professionnel. Alors, GEPS, de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport. Donc BPGEPS, le niveau 4, c'est ce que je disais tout à l'heure plus tôt sur le niveau éducateur-animateur. Et vous avez un certain nombre de spécialités ou de mentions. Donc, soit on est dans le milieu socioculturel, donc c'est le BPGEPS à sec, et après on a beaucoup de mentions sportives, puisqu'elles correspondent à ce que je disais tout à l'heure. Ça peut aller le judo, la voile, le surf, le char à voile, la multi-activité, les activités de la forme. Enfin, il y a beaucoup de mentions possibles. Le DEGEPS, donc plutôt sur le niveau 5, et puis entraîneur responsable de projet. De la même manière, on a le DE sur le côté, la mention animation, il n'y en a qu'un. Et après, il y a toutes les spécialités, les mentions sportives. Sur le DES, donc où là on est beaucoup plus sur donc, la direction de structure ou de staff au niveau sportif. On peut être dans la coordination de staff liée à la performance. Et donc là, de la même manière, on a la spécialité animation qui est le directeur de la direction de structure et de projet. Et après, tout ce qui est lié justement à la performance. Donc, vraiment, ça, c'est toute la partie initiation, perfectionnement
sur certains premiers niveaux de compétition dans le domaine sportif. Ici, niveau entraîneur. Et là-bas, on est plutôt sur la performance, hein, sur la gestion de la performance. Et sur le côté animation, animateur, coordonnateur de projet, et pareil, responsable de directeur de structure ou directrice de structure, responsable de service. Alors comment je fais? Parce que alors comme on voit, il y a plein. Finalement, il y a beaucoup de diplômes. Comment je fais pour savoir pour choisir le diplôme qui va me convenir? Alors, je dis toujours, ne rentrez pas par le diplôme, mais plutôt par le métier que vous voulez exercer. Donc, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Et du coup, je vais pouvoir choisir la formation adéquate. Là où on peut en faire, alors pas en même temps, bien évidemment, mais on peut avoir un projet avec plusieurs spécialités. Donc, ça veut dire qu'il faut se poser des questions. Alors, qui j'ai envie d'encadrer? Qu'est-ce que j'ai envie de faire à mon public? Est-ce que je veux leur faire du sport, des activités socio-culturelles? Est-ce que si je fais du sport, est-ce que j'aimerais bien est-ce que je suis polyvalent? J'ai envie de leur faire un peu tous les sports. Je suis polyvalent, mais aussi j'ai une spécialité. J'ai une spécialité forte. Donc, je peux très bien dire, bon, allez, je vais commencer par mon activité. Moi, je fais de la voile et les métiers de la voile m'intéressent. Donc, je vais commencer par faire mon BP voile. Et puis après, je me dis, sur les bases nautiques et tout, des fois, ça peut être recherché d'avoir des gens qui ont une double qualification nautique et terrestre. C'est-à-dire que quand on ne peut pas sortir en mer, par exemple, on peut toujours faire des activités sur Terre, mais ça peut exister aussi dans leur offre. Et donc, je me dis, après mon BP voile, tiens, je vais faire un BP multi-activité. Voilà. Ou alors, je vais faire un BP multi-activité, puis une activité aquatique et de la natation. Donc, il faut coupler avec le BP activité de la forme. Donc, ça peut se faire dans un projet, là. Ça peut se faire aussi en 2 temps. C'est-à-dire on peut en faire une première, travailler, prendre l'expérience, et puis ensuite faire une autre formation qui peut être sur une autre discipline ou alors sur un autre niveau. Tout ça, c'est possible. Donc, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Où j'ai envie de travailler? Est-ce que je suis prêt à bouger? Quel est mon niveau un peu de motivation? Parce que c'est important, la motivation. Les métiers du sport et de l'animation, c'est des métiers où il faut être un peu dynamique, créateur, un peu proactif, et en tout cas bien décidé et rigoureux. Sinon, si on n'a pas un peu cette motivation et cette énergie, c'est un peu plus compliqué. Alors, on peut travailler aussi dans différents types de structures, hein. Donc, j'en ai parlé, les clubs, tout ce qui est association, maison de quartier ou des choses comme ça. Ça peut être aussi dans le domaine du tourisme, dans les collectivités aussi. Donc, ça aussi, ça peut orienter votre choix. Alors, je vous présente un petit tableau qui juste comparatif avec les formations universitaires. C'est toujours intéressant. Donc là, la formation professionnelle et là, la formation universitaire. D'accord ? Voilà. Après, des fois, on hésite. Est-ce que je vais en STAPS? Est-ce que je vais en formation professionnelle? Donc, vous voyez, je dis toujours, des fois, si vous hésitez entre les deux, essayez STAPS et après, vous reviendrez nous voir. On peut toujours faire... c'est jamais trop tard pour venir nous voir. Il ne faudra surtout pas hésiter à revenir sur la formation professionnelle. On a aussi des étudiants qui font les deux, qui ont une formation STAPS et puis qui font aussi en parallèle une formation professionnelle. Hein. Ça, c'est possible aussi.
juste pour information, les formations ont changé un petit peu de... Alors là, c'est l'exemple du niveau 4, hein, du BP, parce que la majorité, c'est quand même sur le BP. Juste pour que vous sachiez, parce que c'est important, parce qu'on est vraiment en phase de transition, on a un peu des changements, on a eu des changements d'architecture de diplôme. C'est-à-dire que nos diplômes étaient organisés en unités capitalisables. Maintenant, ils sont organisés en blocs de compétences. D'accord, bon, comme ça ne vous dit pas grand-chose. Mais ça veut dire qu'il y a des diplômes qui ont changé un peu de nom. C'est-à-dire que quand je parle du BPGEPS multi-activité, c'est l'ancien BPGEPS activité physique pour tous. Donc vous pouvez être encore dans cette entente, vous pouvez entendre les deux termes. Sachez que c'est la même chose, mais c'est simplement que à partir de septembre, en gros, l'APT, ça n'existera plus, ce type d'activité physique pour tous, mais ça sera multi-activité pour tous. Multi-activité physique ou sportive pour tous. MAPS. Voilà. La F aussi va changer. Ça sera activité physique sportive de la forme. Voilà. Donc c'est juste pour que vous le sachiez, parce que comme on peut vous parler des deux intitulés. Juste pour parler du multi-activité, j'ai envie de vous dire quelque chose de très important. Un multi-activité option de quelque chose, ça n'existe pas. Oui. Eh ben pour l'instant, on n'a pas eu... Alors, dans cette transition, c'est une excellente question, dans cette transition, on n'a pas eu le transfert des équivalences qui existaient au préalable avec les blocs qui arrivent maintenant. Alors, j'avoue que là, je n'ai pas toutes les réponses. On imagine qu'il peut y avoir certaines équivalences qui vont arriver, mais pour l'instant, on est un peu entre deux. À savoir quand même que s'il y a, ça concernera que le BC1. Le BC1, c'est un peu, je caricature un peu, c'est un peu l'ancien UC1-2, c'est-à-dire la partie projet, hein, parce qu'on a une partie projet. Donc, ça serait plutôt avec celle-là qu'il y aurait une équivalence. Le BC2, c'est nouveau. Ça renforce les compétences au niveau de la communication. Hein, donc, il y a toute une partie, on parle d'éducateur, mais quel que soit le niveau, il y a une partie un peu agent de développement, organisateur d'événements. Hein. Mais c'est important aussi dans la valorisation de sa propre structure. Je disais qu'il fallait de l'énergie, de l'implication, qu'il faut valoriser sa structure pour qu'elle fonctionne. Et puis ensuite, les BC3 et les BC4. Alors, BC3, tout le monde au moins va jusqu'au BC3, c'est l'aspect technique, pédagogique. Et certains BP, enfin certains diplômes, en ont 4. Souvent un peu parce qu'il y a une particularité ou une particularité sécuritaire ou autre. Voilà. Donc, tous au moins 3, et puis certains ont 4 blocs, notamment l'animation socioculturelle à 4 blocs. Et je voulais dire quelque chose juste avant la question. Oui, je voulais juste parler, le BPGEPS, multi-activité, physique pour tous, enseignement, activité physique pour tous. Son intitulé, c'est celui-ci. Sa prérogative, je parlais de réglementer, c'est-à-dire ce qu'il a le droit de faire, c'est d'initier dans diverses activités. Sans aller vers la performance, sans aller vers l'entraînement, sans aucune finalité de compétition. Ça, c'est à ça que ça se destine. Donc, un BP, GEPS, multi-activité, option basket, ça n'existe pas. Un BP multi-activité, option foot, ça n'existe pas. Ça ne vous donnera aucun droit, j'insiste, j'ai parlé de réglementaire, aucun droit supplémentaire dans l'encadrement des activités. Un BP
multi-activité a le droit d'encadrer dans une école de foot, et c'est tout. Et s'il a fait un multi-activité option foot, il n'aura pas plus le droit que d'encadrer simplement dans l'école de foot. Pareil pour le basket. Voilà. Donc ça, c'est important, c'est le texte. Alors, on peut y avoir une petite couleur, hein. Alors, on fait un peu plus, mais ça ne donnera aucun droit. Et un diplôme fédéral ne donne aucune prérogative. Très important aussi. Si vous faites un diplôme fédéral, vous n'aurez pas plus de droits, en tout cas pas à entraîner le basket, autrement que bénévolement si vous le souhaitez. Voilà. Donc ça, c'est vraiment quelque chose auquel il faut faire attention parce que ce sont les textes. Les formations que nous proposons au CREPS, donc vous les voyez sur le site aussi. Donc on en a quelques-unes. Toutes les formations, évidemment, nous ne faisons pas toutes les mentions, mais on est là aussi pour vous renseigner sur les mentions qui vous intéressent. Hein. On a un réseau de CREPS dans toute la France, qui sont tous des établissements publics. Et dans d'autres CREPS, on fait les mêmes et d'autres mentions aussi. Voilà. Donc c'est sûr que si vous êtes plus dans la montagne, c'est pas ici qu'on va le faire, mais il y en a, ça se fait dans un autre CREPS. Hein. Donc voilà, il faut pas. On est là aussi nous pour vous accompagner dans votre projet et pas uniquement pour que vous fassiez nos formations. Après, on est content que vous fassiez les nôtres, mais en tout cas, si ça correspond pas à votre perspective, c'est pas le plus important. Voilà. Donc des formations qualifiantes des 3 niveaux et aussi de la formation continue, parce que la formation continue, ça amène des compétences spécifiques sur des domaines. Voilà. Et pour tendre vers la fin, quand on a envie, si une formation qui vous intéresse et que vous avez envie de vous y inscrire, eh bien, vous allez sur le site du CREPS, vous allez sur la fiche, vous vous inscrivez et ensuite vous aurez des prérequis, c'est ce que j'ai expliqué. Je ne vais pas aller plus loin que ça, mais c'est des prérequis qui peuvent être un niveau de pratique ou un test physique à passer. D'accord ? Donc, soit un niveau de pratique à tester, soit un test physique à passer, soit de l'expérience. Hein, notamment la SEC, par exemple, il y a 200 heures d'encadrement d'expérience, d'animation. Donc, tout ça, c'est marqué sur le site. Vous avez la référence au texte, il y a vraiment tous les éléments. Ensuite, il peut y avoir des tests de sélection. Donc, d'autres épreuves, souvent, il y a un écrit, un oral, qui nous permet de bien identifier si vous êtes dans la bonne formation et si vous êtes prêt pour y aller. Et puis ensuite, on rentre en formation et on est sur des formations qui peuvent aller de 12 à 24 mois en fonction des spécialités et de l'organisation. Les formations les plus courtes, elles sont à 11 mois. Les plus longues sont à un peu moins de 2 ans. Voilà, après, je vous engage à poursuivre votre information, à approfondir un peu, à aller rencontrer des gens, à revenir vers nous. Des fois, on est un peu juste tout de suite. Il faut pas. Si jamais vous passez les tests de sélection et que pour raison X vous n'êtes pas pris, il ne faut pas se dire oui, c'est parce que je suis pas faite pour ça. C'est pas vrai. Des fois, on n'est pas tout à fait prêt. Donc, il peut y avoir des choses à faire entre-temps. Les formations sont courtes. On peut faire des choses entre-temps. Un service civique. On a son BAFA, donc on travaille un petit peu, on prend un peu d'expérience. Donc, il ne faut pas se dire que si la première fois que j'ai raté, ça veut dire que... Donc, on est encore avec vous. Vous pouvez encore revenir avec nous et travailler un petit peu en attendant pour être prêt pour sa formation. Il faut être quand même autonome. Et puis décider à réussir au bout de 12, 15, 20 mois. Donc ça, c'est important. Voilà
j'ai à peu près, j'espère, pas été trop longue et en tout cas fait un petit peu le tour. Et comme on parle justement de continuer à s'informer, sachez que, alors ici on a un peu un pôle innovation, on aime bien un petit peu s'appuyer sur des nouvelles technologies, hein. On a un pôle ressources sport et innovation qui n'est pas que sur la technologie, mais en tout cas, voilà, c'est quelque chose qui nous anime. Et puis en formation, on essaie de beaucoup travailler avec ces domaines-là, et notamment sur tout ce qui est lié un peu au monde immersif. Donc on essaie de l'utiliser à bon escient, hein. C'est pas un jeu. Enfin, ça peut apparaître un peu comme un jeu, mais en tout cas, c'est un vrai travail. Et là, ce qu'on vous propose, c'est des journées portes ouvertes virtuelles pendant les vacances au mois de février. Donc, si vous avez envie encore d'aller revoir un certain nombre de choses, réécouter un petit peu la conférence si vous avez besoin, ou tout simplement dire à votre entourage des gens qui seraient intéressés. Donc, n'hésitez pas à venir voir. Et puis, c'est une petite expérience aussi intéressante d'aller dans le monde virtuel, parce qu'on peut y faire des belles choses et puis on peut y travailler, faire des séquences d'apprentissage dedans. Donc voilà, donc vous n'hésiterez pas, il y a des petits flyers pour que vous puissiez y penser. Est-ce que vous avez des questions là? Oui. Alors, normalement, c'est de toute façon, pour avoir le diplôme, c'est 18 ans. Donc, certains peuvent commencer, quand ils sont en fin d'année, peuvent commencer un peu avant 18 ans, mais globalement, c'est 18 ans. Parce que pareil, c'est des formations courtes qui permettent d'apprendre à encadrer, où il faut pas uniquement apprendre à encadrer, mais aussi à appréhender la technique. Et du coup, il faut quand même avoir un peu d'autonomie, même si... Alors, surveillant, c'est-à-dire maître nageur, vous voulez dire? Ah ben oui, il faut avoir... on peut commencer un petit peu avant 18 ans, c'est ça que je disais, mais en tout cas, pour passer les épreuves certificatives, il faut avoir 18 ans. On n'aura pas le diplôme, en tout cas, avant 18 ans. Mais il n'est pas rare qu'il y ait quelques mineurs qui commencent. Après, nous, voilà. Il ne faut pas que ça soit... qu'il ait 18 ans un an après, quoi, hein. C'est souvent ceux qui sont en fin d'année, quand on commence, qui sortent de la terminale, du bac, et qui sont plutôt de fin d'année. Ça peut arriver. Mais c'est plutôt 18 ans. Oui. À un DE? Oui, bien sûr. De toute façon, dans l'absolu, tu peux accéder au DE sans avoir de BPGEPS. Ce que je disais, c'était un diplôme. Alors, on a certaines disciplines où on va directement au DE, mais si dans ta discipline, il y a un BP, on dit toujours... parce que souvent, le prérequis du DE, on peut l'obtenir grâce à sa formation BP. Tu vois? Donc, mais ce n'est pas tout à fait le même métier. Mais oui, tu peux accéder à un DE sans avoir un BP. Mais voilà, ce n'est pas forcément un bon choix, ou ce n'est pas forcément un mauvais choix. Ça dépend un petit peu de la trajectoire que tu veux. Oui. C'est que c'est plus dans l'entraînement. Donc, plus haut, des niveaux de compétition un petit peu plus élevés. Le BP, la finalité, c'est pas la compétition, c'est l'apprentissage. Donc, on peut aller, les BP, par exemple, un BP judo, il peut aller jusqu'au premier niveau de compétition, les plus jeunes. Mais après, quand on veut être vraiment entraîneur, et donc sur des plus grands, et sur des niveaux qui vont aller régional ou national, là, ça sera le DE automatiquement. Mais c'est souvent même les fédés qui demandent un niveau de diplôme pour pouvoir entraîner à tel niveau. Mais c'est surtout que ce n'est pas la prérogative, par exemple, d'un BP. Donc, voilà. Oui. Alors, ça dépend de la formation. Et donc là, il faut que tu ailles sur le site et tu vas sur la fiche et c'est marqué.
Donc ça dépend. Alors, il y a un certain nombre de formations qui commencent à la rentrée. Donc, en général, les tests peuvent être avant l'été. Pour une rentrée en fin août ou en septembre. Et certains qui rentrent, où on rentre un peu plus tard à l'automne, là, octobre, novembre, on peut avoir les tests en septembre. Et après, on a quelques formations qui commencent en janvier. Donc, en général, on a les tests à l'automne. Donc, c'est toujours un petit peu avant, 3-4 mois avant le début de la formation. Parce qu'après, on va parler de l'alternance et tout ça, donc dans les financements, parce que ça va peut-être faire la transition. Toutes nos formations sont organisées pédagogiquement en alternance, c'est-à-dire qu'il y a toujours, quel que soit son statut, des temps en centre de formation et des temps en entreprise. D'accord ? Et après, cette organisation-là, enfin le statut, il peut être différent et ça va induire le financement de la formation. Mais pédagogiquement, on est toujours en alternance. Voilà. Et dernière chose avant de passer au financement, nos formations, on a une vocation régionale. Donc nos formations sont sur tout le territoire régional. C'est-à-dire que toutes nos formations ne se font pas ici, ça c'est sûr. Alors, ils viennent toujours faire une semaine, ou enfin, ils viennent, mais toutes nos formations ne se font pas ici. On a des formations en Sarthe, notamment à Sablé-sur-Sarthe. On a des formations à Angers. On a des formations dans les Mauges, donc dans le 49, mais dans les Mauges. On a une formation en Vendée ou en sud de Loire-Atlantique, enfin au bord de la mer, hein, parce que pour la voile ou le surf, enfin, le surf c'est mieux quand c'est au bord de la mer. Donc voilà, on a des formations là, et puis en Mayenne. On a des formations à Laval, notamment sur les activités de la forme pour l'instant, et plus tard, sûrement sur d'autres disciplines. Oui. Alors, en général, dans beaucoup de nos lieux, il y a des possibilités de logement. Alors, il y en a où c'est comme ici, par exemple, où c'est vraiment, il y a des possibilités d'hébergement et de restauration d'une manière assez simple. Alors, il faut anticiper un peu, il faut réserver, voilà. Mais ça, c'est possible. Donc ici, à Laval, à Sablé, on a vraiment des possibilités. Après, à Beaupro aussi, il peut y avoir des possibilités. Après, comme ce sont des formations pour adultes, il n'y a pas toujours ce cadre-là en fonction du lieu, mais on vous donne toujours des indications, ou en tout cas des propositions pour vous héberger. Après, tout dépend aussi comment on s'organise, parce qu'on peut très bien faire sa formation en centre à un endroit, je ne sais pas moi, à Laval, et puis être en alternance plutôt près de, par exemple, à Nantes, parce qu'on habite, on est d'origine nantaise, et puis qu'on a trouvé sa structure d'alternance à cet endroit-là. Ça, c'est possible aussi. Hein. Donc, des fois, du coup, l'hébergement, il est ponctuel pendant les temps en centre. Après, ça dépend comment la formation est organisée. Des fois, c'est 1 semaine par mois, des fois, c'est 2 jours par semaine. Tout dépend un petit peu. Mais en tout cas, il y a des possibilités. Enfin, c'est possible. Ouais. On trouve toujours des solutions. Oui. Alors, Parcours Emma, c'est un parcours à destination d'un public socialement défavorisé, on va dire ça comme ça, et qui avec des parcours peut-être atypiques, et on les forme pour pouvoir, on les accompagne pour qu'ils puissent justement choisir, identifier ce qu'ils souhaitent faire plus tard. Enfin, en tout cas, l'idée, c'est de les accompagner vers des formations qualifiantes. Voilà. Donc, on s'adresse, c'est pour vous dire qu'on s'adresse à tous les publics. Hein. On peut passer au financement, peut-être. Je vais changer de PowerPoint.
Voilà. Et puis on va accueillir Robert Dufour, du coup, le, le président, le directeur du centre de formation pour apprentis avec lequel on travaille. Voilà. Non, c'est pas l'apprentissage en premier, mais tu viens à côté de moi quand même. Ça vous a pas assommé? Ça vous a éclairé? Donc là, vous avez vu les différents métiers et donc les différentes formations pour venir dans le sport et l'animation, particulièrement portées par les CREPS. Puis maintenant, on va rentrer un petit peu dans le détail, c'est-à-dire comment ça marche. Quoi? Ah oui, c'est là. Ah. Alors, donc on a trouvé sa formation, c'est bon. Et après, il faut voir comment on va la mettre, on va la vivre, de quelle manière, comment on peut la financer, quelles sont les possibilités. En tout cas, la formation professionnelle, ça permet de se former tout au long de la vie. Hein, l'idée, c'est la loi maintenant, hein, une loi depuis 2018. 5 septembre 2018. Voilà, 5 septembre 2018. Donc, logiquement, on peut, tout un chacun a le droit de se former tout au long de la vie. À le devoir. Voilà. Non, mais c'est très important. Oui. Le vieux que je suis continue à se former. Donc, pour les plus jeunes parmi vous, pensez que vous êtes aujourd'hui dans une situation de formation initiale, mais c'est essentiel dans votre parcours professionnel de continuer à vous former. C'est pour ça que je parlais de plusieurs diplômes, plusieurs parcours. C'est très important d'être ambitieux et puis alors c'est pas obligé tout de suite, mais en tout cas, il faut penser que c'est important. Et donc, c'est ça, hein, ça permet de développer ses compétences ou alors d'évoluer, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Alors, quand on fait une formation professionnelle, il y a plusieurs choses à prendre en compte. Tu l'as évoqué tout à l'heure en me demandant l'hébergement, comment ça se passe. Hein, donc, c'est important et c'est important d'envisager tout ça. Effectivement, il y a la notion, il y a des frais pédagogiques, c'est-à-dire la formation. Il y a les frais annexes, tout ce qui est lié au transport, à l'hébergement, c'est ce qu'on vient d'évoquer. Et puis, il y a éventuellement la rémunération, ou pas. Mais il y a toujours quand même une possibilité d'avoir quelque chose. On n'appelle pas toujours une rémunération, mais en tout cas, c'est possible. Donc ça, c'est important à identifier. Alors, là, ce qu'on vous propose, on va voir un peu les différentes possibilités de financer sa formation. Alors, on est en plein dedans. Hein, Parcoursup. J'imagine que pour certains, c'est le sujet. Alors, on a 3 types de formations qui sont sur Parcoursup. Sur le site, c'est noté. D'ailleurs, vous verrez, à chaque fois, il y a une étiquette exprès pour l'inscription Parcoursup et puis l'autre pour l'autre statut. Alors, qu'est-ce que ça veut dire quand on a une formation qui est accessible via Parcoursup? Ça veut dire qu'elle est visible sur la plateforme, évidemment. Ça veut dire que aussi, si vous êtes au bout du processus sélectionné via Parcoursup, avec ce statut-là, les frais pédagogiques sont pris en charge. D'accord? Il y a juste des frais d'inscription, simplement, que vous ne payerez que si vous êtes sélectionné. D'accord? Donc ça, c'est important parce que ce n'est pas tous les BPGEPS qui sont visibles sur Parcoursup qui ont cette aide-là. C'est une aide d'État, donc c'est une des plus-values de l'établissement public. C'est une aide, c'est un financement d'État. Et donc seuls les CREPS, parce qu'il n'y a pas que nous en tant que CREPS qui sommes sur cette plateforme, il n'y a que les CREPS qui peuvent faire bénéficier à leurs sélectionnés de cette aide.
D'accord? Donc après, il restera les frais annexes, évidemment, mais en tout cas, vous avez les frais pédagogiques sont pris en charge. Donc vous voyez, par contre, on a les activités aquatiques et de la natation, les activités de la forme, multi-activités physiques ou sportives. Activités de la forme à Laval et multi-activités physiques ou sportives à Sablé et la formation, plutôt formation continue. Je vous laisserai aller vous renseigner. Donc les frais de formation. Alors, évidemment, il faut s'inscrire sur Parcoursup. Enfin, il faut faire vos vœux sur Parcoursup, hein, quand j'ai dit. Mais en parallèle, il faut s'inscrire aussi sur le site du CREPS. Il faut faire les deux. Il faut s'inscrire sur Parcoursup, sinon ça ne marche pas. Hein. Et ensuite, bon, normalement, on vous envoie un mail pour vous dire, n'oubliez pas de vous inscrire aussi sur le site. Parce qu'il faut qu'on vérifie les prérequis, tout ça, parce qu'il y a des prérequis techniques. Et alors que normalement, un BP, on n'est pas obligé d'avoir le bac pour accéder au BP, si on est via le process Parcoursup, le bac devient obligatoire. Ça, c'est le principe de Parcoursup, en fait. On est d'accord ? Il y a quelques places, mais il n'y en a pas 1000. Il y a 8 places en activité physique pour tous, 4 plus 4. Il doit y avoir 2 places en activité aquatique de la natation et 12 places sur l'activité de la forme. Vous pouvez accéder à un autre statut. Hein. On peut basculer sur un autre statut. Hein. Donc, c'est pas votre seule solution si vous êtes en terminale, que vous êtes vous avez votre bac, vous êtes sur Parcoursup. C'est pas le process Parcoursup n'est pas votre seule solution. D'accord ? C'est clair ça ? Voilà, double inscription, je crois que j'ai tout dit. C'est bon, Parcoursup. Après, on a des contacts. Vous pouvez, si vous avez des doutes, vous pouvez nous appeler. Oui, je t'écoute. En fait, les Parcoursup sont à Laval. Ouais. Et on a aussi une des sessions ici, hein, qui sont plutôt sur les contrats d'apprentissage. Mais on peut être en contrat d'apprentissage à Laval aussi. Hein. Voilà. Mais par contre, ils sont concentrés, les Parcoursup sont concentrés sur Laval. Bon, c'est pareil, c'est un lieu où où c'est accessible, où il y a l'hébergement, la restauration. Donc c'est pas toujours à côté de la gare. Enfin, il y a une accessibilité qui est simple. Non. Mais non, mais parce que c'est souvent une question. Pourquoi c'est que à Laval le Parcoursup ? Parce que voilà, c'est plus simple ça permet de cibler un type de public. Alors, oui, disons qu'ils seront financés via Parcoursup, mais l'organisation pédagogique, elle restera en alternance. On est toujours en alternance. Quelle que soit la formation et quel que soit le statut, il y a toujours une alternance entre la formation en centre et la formation en entreprise. Donc, il y a toujours une structure d'alternance à trouver. C'est le statut, le financement, la rémunération qui va changer en fonction de celui que l'on a. La Parcoursup, c'est frais pédagogiques pris en charge. On est stagiaire de la formation professionnelle. Donc, il y aura toujours une alternance et on peut obtenir une gratification. Dans le cadre de si le stage correspond à certains critères. Pour le dire autrement, concernant l'alternance, contrairement à ce que disent les hommes politiques, l'alternance, ce n'est pas que le contrat de professionnalisation ou le contrat d'apprentissage. En fait, tous les diplômes de la voie professionnelle, comme le dit Virginie, reposent sur de l'alternance. Si vous êtes actuellement en lycée à préparer un bac pro, votre formation est en alternance. Vous avez l'essentiel de votre temps au lycée pour préparer votre bac, mais vous avez des moments sur le terrain. La seule chose, c'est que quand on est sur le terrain, il y a 2 statuts différents. Un premier statut plus général, et notamment pour nos Parcoursup, c'est un statut de stagiaire, et un deuxième statut pour les contrats de pro et les contrats d'apprentissage, c'est un statut de salarié.
Mais fondamentalement, tous les diplômes de la voie professionnelle reposent sur de l'alternance. Alors j'embraye sur le contrat d'apprentissage. Donc 2 mots. Oui, allez-y, madame. Oui. Non, c'est pour ça que je précise. Mais après, il faut. On a des accompagnements pour les sportifs de haut niveau. Faudra voir, mais puisque c'est une question pour Tom, peut-être. Donc là, on verra. C'est un petit peu particulier. Hein. Mais dans l'absolu, c'est ça. Mais après, ici, c'est plutôt sur le contrat d'apprentissage. J'ai pas compris. Non, mais s'il veut faire par Parcoursup, il faudra qu'il fasse quand même Parcoursup, mais on en parlera d'une manière plus précise. Mais oui, sinon, oui, tous ceux de parcours via Parcoursup, ça c'est à Laval. Alors, sur l'apprentissage, pourquoi je suis là? Parce que le CFA Sport Animation des Pays de la Loire a un partenariat avec le CREPS. C'est-à-dire qu'en tant que CFA, nous assumons 3 responsabilités. La responsabilité administrative des contrats, la responsabilité financière des contrats, et nous déléguons la responsabilité pédagogique au CREPS, donc qui dispose de l'habilitation auprès des autorités de tutelle, donc la DRAGES, pour tous les diplômes, et tous les diplômes du CREPS sont ouverts à l'apprentissage. Qu'est-ce qu'il faut retenir lorsque l'on parle de l'apprentissage? Donc normalement, il y a 4 diapos. Une première diapo sur le contrat d'apprentissage. Donc l'idée est très simple, le contrat d'apprentissage, c'est un contrat de travail. Contrat de travail dans le Code du travail qui concerne plutôt les plus jeunes. Alors on a de la chance, vous avez de la chance, c'est que nous sommes au XXIe siècle et la notion de jeunesse a tendance à s'étendre. Donc on signe un contrat d'apprentissage à partir de 16 ans, dans la loi et jusqu'à ses 29 ans révolus. Sachant qu'il y a des exceptions, ça c'est le droit français, aussi bien pour le plancher que pour le plafond. On peut rentrer avant les 16 ans à partir du moment où on a satisfait aux obligations scolaires et donc on est sorti de 3e avec son brevet des collèges. Et puis 4 exceptions sur les 29 ans révolus. Pas de limite d'âge lorsque l'on bénéficie de la qualité de travailleur handicapé. Pas de limite d'âge pour les sportifs de haut niveau. Pas de limite d'âge lorsqu'on est dans une logique de poursuite de formation. Vous faites votre BP à 29 ans, vous l'obtenez à 30, derrière vous voulez préparer un autre BP, eh bien vous avez la possibilité d'embrayer sur un nouveau contrat d'apprentissage. Et puis 4e exception, pas de limite d'âge lorsque l'on a besoin du diplôme pour créer son propre emploi. Donc on fait une attestation sur l'honneur, comme quoi j'ai besoin de mon DE pour monter ma structure, et donc derrière pour créer mon propre emploi. Donc le contrat d'apprentissage, c'est un contrat de travail, un contrat à durée déterminée, donc qui est toujours adossé à une formation, avec, comme le disait Virginie, des rubans pédagogiques qui peuvent être très différents. Le BPAF, par exemple, on a des rentrées en septembre, mais aussi on a des rentrées en janvier en apprentissage, ici sur Nantes. Donc, un contrat d'apprentissage est toujours adossé à une formation, sachant que le contrat d'apprentissage, gardez ça à l'esprit dans votre négo avec les employeurs, votre contrat d'apprentissage peut débuter 3 mois avant le début de votre formation et peut courir jusqu'à 2 mois après la fin de la formation. Donc, par rapport à la durée de la formation, eh bien, on peut avoir 3 mois en plus au début et 2 mois en plus après, c'est-à-dire 5 mois en plus, ce qui peut être tout à fait intéressant pour l'employeur de vous avoir plus tôt. Sachant que aussi, on peut entrer en formation sans avoir encore trouvé son terrain d'apprentissage. Donc c'est prévu depuis la loi du 5 septembre 2018. On a un statut de stagiaire de la formation professionnelle et on a 3 mois pour trouver son terrain d'apprentissage. Il y a une période d'essai, donc dans le Code du travail, on appelle la période d'observation, qui correspond aux 45 premiers jours sur le terrain d'apprentissage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire 45 jours pour apprendre à se connaître,
avec la possibilité d'une rupture du contrat d'apprentissage. Évidemment, ce n'est pas souhaité, mais avec la possibilité de rompre le contrat d'apprentissage par l'une ou l'autre des parties. Et puis, Oui, juste si je peux me permettre, on est là aussi pour vous accompagner. Ah oui. Si vous ne trouvez pas d'alternance, de structure, c'est pas un critère de sélection d'arriver de dire j'ai pas encore trouvé mon alternance. En revanche, on va vous demander quoi? On va demander quelle démarche vous avez faite. Donc c'est pas le fait de ne pas avoir trouvé qui est sélectif, ça serait le fait d'avoir fait aucune démarche dans les sélections, par exemple. Si on dit qui vous avez rencontré, quelle démarche vous avez fait, vers où vous voulez, j'en sais rien, j'ai rien fait, je caricature, mais ça arrive. Et là c'est embêtant. Mais par contre, en disant, oui, j'ai contacté, je suis allée voir un tel, j'attends des réponses. Et après, nous, on peut vous aider. On a notre réseau aussi. D'où la nécessité, par rapport à ce que dit Virginie, c'est de tenir à jour un tableau de bord. J'ai envoyé mon CV ou j'ai déposé mon CV dans telle structure, à telle date. 15 jours après, je relance si je n'ai pas de réponse et je vais jusqu'au bout pour avoir une réponse. Monsieur. Alors, par définition, un contrat d'apprentissage est toujours un contrat à temps plein. Après, il y a différents cas de figure. On peut très bien passer, par exemple, par un contrat d'apprentissage signé avec un groupement d'employeurs. C'est-à-dire que par définition, votre employeur va être le groupement d'employeurs et le jeune sera mis à disposition de 2 structures différentes. Vous avez aussi la possibilité de signer un contrat d'apprentissage avec une structure, par exemple, qui concerne plutôt les plus jeunes, et vous voulez aussi, en même temps, en parallèle, développer une compétence auprès de la personne âgée. Eh bien, il y a la possibilité soit de signer une convention en tierce entreprise, c'est prévu dans le Code du travail, ou l'autre possibilité, c'est que votre employeur qui s'occupe plutôt des enfants, va vous mettre à disposition à titre gratuit ou à titre lucratif dans un EHPAD pour accompagner des personnes âgées. Donc il y a différentes modalités possibles. Mais par principe, un contrat d'apprentissage est toujours un contrat à temps plein signé avec un seul employeur. Pourquoi ? Parce que le contrat d'apprentissage, en fait, est pris en charge par les branches professionnelles. C'est ce que disait Virginie tout à l'heure. Le Parcoursup, vous n'avez pas à payer la formation. En apprentissage, vous n'avez pas à payer la formation. Ni vous, jeunes, ni les parents, c'est depuis la loi de 71, et ni les employeurs. On ne pratique pas, nous, de reste à charge. C'est les branches professionnelles qui financent la formation. Donc, ce sont les opérateurs de compétences. Donc, le raisonnement par rapport à votre question, monsieur, comme il y a forcément le contrat qui est déposé auprès d'un opérateur de compétences, eh bien, c'est toujours l'opérateur de compétences de l'employeur dont il relève compte tenu de la convention collective. Donc, contrat d'apprentissage, la formation est prise en charge. Ce qu'il faut, c'est trouver un employeur pour signer ce contrat de travail. Et bien évidemment, puisque vous avez signé un contrat de travail, l'esclavage étant aboli aussi pour les apprentis depuis 1848, vous avez une rémunération qui est fonction de votre âge, moins de 18, 18, 20, 21, 25 et plus de 26, 26 et plus, et fonction de l'année d'exécution du contrat. Donc de votre âge, votre tranche d'âge. Si vous changez de tranche pendant votre contrat d'apprentissage, ce n'est pas le mois de votre anniversaire, mais c'est le mois qui suit votre anniversaire qui vous permet de bénéficier de la tranche supérieure. Fonction de l'année d'exécution du contrat, Virginie disait que les formations sont à minima de 11 à 12 mois. Vous allez me dire, mais comment je peux avoir un salaire de deuxième année? Je vous ai dit, votre contrat peut débuter 3 mois avant, courir 2 mois après. C'est en fonction de la date d'exécution du contrat, la date de début de votre contrat. Donc, résultat, si votre contrat a commencé, par exemple, en juillet 2026 et que votre formation court sur septembre jusqu'à juillet 2027, que je ne m'en mêle pas, eh bien, à partir du 1er juillet 2027,
7, Oui. vous allez avoir le salaire de la deuxième année. Oui, parce qu'elles font souvent 15 mois, donc il y a Voilà. toujours... Votre salaire est un pourcentage du SMIC, du salaire minimum interprofessionnel de croissance, ce qui veut donc dire qu'à chaque fois que le SMIC augmente, votre salaire augmente. Et à l'heure actuelle, le gouvernement n'a pas réussi dans la loi de financement de la sécurité sociale à le faire passer, mais il le voulait, donc ça risque de revenir. À l'heure actuelle, il y a un abattement des cotisations salariales jusqu'à 50% du SMIC. Dit autrement, votre salaire brut est égal à votre salaire net si en tant qu'apprenti, vous avez un salaire inférieur ou égal à 50% du SMIC. Cotisation salariale. Si votre salaire est de plus de 50% du SMIC, vous ne payez des cotisations salariales que sur la différence entre les 50% du SMIC et le montant de votre salaire. En revanche, il y a un abattement total des cotisations patronales. C'est ce que l'on appelle l'exonération Fillon. Donc pour l'employeur, qu'est-ce que ça coûte un apprenti? Ça coûte le salaire qui lui est donné. Si vous avez envie de développer une argumentation, faites en parallèle le petit calcul. Combien sur une année de formation, combien de jours par semaine, jours par mois vous êtes chez votre employeur par rapport au salaire qu'il vous demande? Et vous faites le calcul horaire et vous apercevez que le coût n'est pas aussi élevé que le disent les employeurs qui, par définition, considèrent que tout est toujours trop cher. Des questions sur la rémunération? Non? Alors là, ce que j'ai mis sur la diapo précédente en termes de rémunération, c'est ce qu'il y a dans le Code du travail, sachant qu'on peut préparer un contrat d'apprentissage sur une durée de 6 mois à 3 ans. Donc, mais par exemple, si malheureusement l'apprenti sur une formation en 2 ans n'a pas acquis tous les blocs de compétences, il peut très bien signer un avenant à son contrat d'apprentissage et là on embraye sur une 3e année. Poursuivre son parcours, parce qu'on n'a pas tout réussi la première fois, c'est pas grave. Je le dis tout de suite. Ah bah oui. Hein, des fois, on a besoin d'un peu plus de temps. Et puis bon, voilà, c'est pas grave. Et on est là dans nos diplômes, on peut continuer son parcours, faire tout partie de la formation suivante en fonction de ce qui nous reste. En tout cas, c'est tout à fait possible. Il n'y a pas de Ça arrive régulièrement et on n'est pas moins bon professionnel après. Voilà, c'est important de le dire. Vous dire qu'au-delà du salaire et de la prise en charge de la formation, l'apprentissage coche beaucoup de cases. Par rapport à la question que vous posiez tout à l'heure, sachez qu'il y a différents accompagnements pour les apprentis. Le seul accompagnement qui reste par l'État, c'est la carte d'étudiant des métiers. Donc cette carte d'étudiant des métiers vous donne, comme la carte d'étudiant, accès au musée, accès au cinéma, mais vous donne aussi accès au restaurant universitaire. Donc vous pouvez aller déjeuner et dîner au Crous, donc pour un prix défiant toute concurrence, 3,30 € à l'heure actuelle, voire peut-être, si le gouvernement en donne les moyens, donc 1 €, puisque le Premier ministre a vendu ça sur le parvis de Matignon, voilà 3 semaines maintenant, un vendredi soir. Il y a aussi des aides des OPCO, donc des opérateurs de compétences, sur la question, par exemple, des repas. Tous mes apprentis qui sont ici et qui déjeunent au restaurant ici au Creps ont une prise en charge de 3 € par repas. Donc je ne sais plus combien est le prix pour les stagiaires ici au restaurant. Ça dépend. Selon les statuts, donc entre 4,50 € et 7,50 €. Déduction faite des 3 €? Non. Non. Donc vous Moins voyez, 3 €. Voilà. Donc vous voyez, c'est très peu cher. De la même façon, sur l'hébergement, il y a une prise en charge de 6 € par nuitée sur les journées où vous êtes en formation. Donc si vous êtes sur une semaine en formation ici au Creps et que vous hébergez ici dans l'internat, eh bien vous avez une prise en charge de 6 € par nuitée.
Vous avez aussi une enveloppe à l'équipement professionnel qui va jusqu'à 500 €. C'est-à-dire que je demande aux responsables pédagogiques de chacune des formations de faire une liste d'équipements qui est nécessaire. Vous vous fournissez pour cet équipement. Si vous en avez pour 480 €, on vous rembourse 480 €. Si vous en avez pour 520 €, on vous rembourse 500 €. C'est un plafond. Dans cet équipement professionnel, notamment en BP, à partir du BP, on intègre aussi l'équipement informatique. Puisqu'on n'est pas rentré dans le détail, mais dans les blocs de compétences que vous travaillez, vous êtes amené à faire des dossiers. Et donc, l'outil informatique peut vous être très utile. Et puis, il y a aussi une enveloppe sur la mobilité européenne et internationale. Donc, en fonction des formations, en fonction des projets pédagogiques, quand vous allez sortir de l'amphi, à droite, vous avez 2 kakémonos, des projets de mobilité européenne et internationale mis en place par les formations du CREPS. Il y a des enveloppes budgétaires là-dessus. Et en plus de l'accompagnement par l'État et l'accompagnement par les OPCO, le CFA, donc sur ses fonds propres, a 2 enveloppes. Une enveloppe sur le Fonds social apprenti, qui est là pour pallier les difficultés financières que vous pourriez rencontrer. Par exemple, vous utilisez votre voiture pour aller en formation, pour venir ici en formation, pour aller sur votre terrain d'apprentissage. La voiture est un peu fatiguée, vous allez chez le garagiste, vous avez un devis. Si vous payez le devis, ça viendrait mettre en déficit votre budget. Eh bien, le CFA peut prendre en charge tout ou partie de la facture du garagiste. Et de la même façon, donc, nous avons une enveloppe pour la mobilité européenne et internationale de nos apprentis en fonction des formations qu'ils suivent. Voilà, un certain nombre de formations organisent des mobilités internationales, même de plus en plus. Pour vous donner envie, donc là, on est en train d'accompagner sur le DE Judo les apprentis, donc même tous les stagiaires, qui vont partir pendant, tenez-vous bien, 15 jours au Japon. Donc, dans le cadre du DE Judo, je suis sûr qu'il y aurait des volontaires pour les accompagner. Mais il faudra faire du judo. Hein. Ça, c'est là. Enfin, l'accompagnement des employeurs. Donc là, c'est pour votre culture générale dans l'argumentation que vous pouvez avoir auprès des employeurs. Donc sachez qu'il y a une exonération totale des charges patronales, je vous l'ai déjà dit, et il y a une aide de l'État. À l'heure actuelle, aide de l'État uniquement pour les employeurs du secteur privé. Employeurs du secteur privé qui recrutent un apprenti préparant des diplômes de niveau 3 et 4, c'est-à-dire dans notre secteur CP et BP. Dit autrement, pour les DE et les DES, à l'heure actuelle, 30 janvier, la loi de finances n'ayant pas été publiée, l'aide est de 5 000 € uniquement pour ces diplômes, pour les employeurs bénéficiant ou accompagnant moins de 250 salariés. En revanche, si vous bénéficiez de la reconnaissance de travailleurs handicapés, l'aide est de 6 000 €. Vous avez toutes les informations sur le site du gouvernement. C'est appelé certainement à changer parce que visiblement, le ministre du Travail souhaiterait que l'accompagnement puisse aller jusqu'au Bac+2, donc chez nous, les DE, et donc les formations de niveau 5. Mais vous savez ce que c'est que la politique aujourd'hui. On ne peut absolument rien prévoir. Merci Robert. Voilà, je te laisse. Donc juste pour terminer, les dernières possibilités qui peut-être se sont moins adaptées à la plupart du public ici, mais alors il faut savoir que si on est demandeur d'emploi, France Travail peut évidemment vous aider au financement de votre formation avec le maintien de votre rémunération. Si vos droits s'arrêtent au milieu de la formation, ils sont maintenus jusqu'à la fin de la formation. Donc, il y a ces possibilités-là. Évidemment, les jeunes de moins de 26 ans, il faut vous tourner vers les missions locales parce que c'est elles aussi qui peuvent vous accompagner sur les financements possibles.
Et puis pour les personnes en situation de handicap, alors nous, on a une référente handicap, donc il faut pouvoir vraiment vous indiquer, elle est là, ou vous pouvez l'appeler sans aucun problème. C'est indiqué sur notre site, et donc il vous donnera toutes les possibilités pour faciliter, parce qu'on a un accompagnement à la fois pédagogique et vers les financements possibles, les aides possibles, pour pouvoir suivre la formation d'une manière, en tout cas, de rendre accessible cette formation pour vous. Donc ça, c'est très important. Ça renvoie à ce que j'ai dit au tout début, nous accompagnons et nous accueillons tous les publics. Et puis, préciser quand même là-dessus. Lorsque l'on bénéficie de la qualité de travailleur handicapé, dans le droit français, il n'y a aucune obligation de le dire. Donc, vous n'êtes absolument pas obligé de le dire. C'est vous qui décidez. Vous pouvez le dire à l'organisme de formation sans le dire à votre employeur. Sachez que ça peut avoir du sens quand même de nous le dire à nous, organismes de formation. Pourquoi ? Parce que ça nous permet de vous aménager les épreuves de certification. Et sans que votre employeur soit au courant, eh bien, vous passerez les épreuves de certification dans les meilleures conditions, dans les meilleures dispositions. Voilà, et sinon, eh ben, vous avez aussi la possibilité, quand vous travaillez, ce qui est important de savoir, c'est que quand on travaille, on accumule en fait un pécule, on va dire ça comme ça, des droits qui sont maintenant en euros, qui sont monétisés et qui peuvent vous permettre de financer vos formations plus tard, une fois que vous avez accumulé un certain nombre un volume d'argent qui vous permet de financer votre formation. Donc ça, c'est important. Et puis, sinon, il y a le conseil en évolution professionnelle, qui est un service gratuit. C'est très important de le savoir. Vous tapez ça sur un moteur de recherche et vous allez tomber très facilement sur cet accès, cette possibilité-là de vous faire accompagner, à la fois via la formation, vers la formation que vous souhaitez, mais aussi vers son financement. Voilà, donc il y a quand même des possibilités, évidemment, en fonction de votre parcours, de l'âge que vous avez, du parcours que vous avez, ça va être plutôt tel ou tel autre dispositif, mais en tout cas, ça existe. Aussi, on a des aides aussi pour des stagiaires qui sont donc en formation, qui sont acceptés en formation, qui sont sélectionnés. On peut, en fonction de critères sociaux, on peut attribuer jusqu'à 2 000 € d'aide, notamment pour tout ce qui est frais annexes, mais aussi pour une partie du financement de la formation. C'est aussi une aide d'État, donc c'est important de le savoir. Voilà. Hop. Je vous remercie, qui sont restés jusqu'au bout. Merci de votre attention. Si vous avez des questions, on est toujours disponible, évidemment. Et n'hésitez pas à aller voir les collègues formateurs sur des formations spécifiques. Je vous écoute, madame. Pardon ? Oui, mais de toute façon, vous ne financez pas la formation. Quand on est pris par Parcoursup, vous ne financez pas la formation. Elle est prise en charge. Les frais de scolarité sont pris en charge. Il y a 50 € à payer juste si vous êtes sélectionné en frais de dossier. Après, il y a les frais annexes. Mais pareil, on peut avoir aussi des aides, les aides Sésame, par exemple, s'il y a besoin pour les frais annexes. Oui, c'est pour ça. Ouais. Mais nous, on a plutôt, ça serait plutôt via Sésame. Ouais. Mais après, ça se fait une fois qu'on est en formation. De rien. Merci de votre attention.